peu les bénéfices, les avantages et les enjeux de mise en place d'une volonté managériale basée sur la norme ISO 9001 ou ISO de manière générale, que ce soit pour l'agro, et je vois un peu nos amis collègues qui sont là, que ce soit pour la sécurité ou la sécurité alimentaire. Mais là, on va traiter un peu plus la norme managériale ISO 9001, mais de manière générale, encore une fois, qui reste les bases, les fondations d'une organisation pérenne. Alors, qu'est-ce qui pousse les structures à mettre en place cet outil managérial, si ce n'est que de pouvoir en tirer un bénéfice, et que ce bénéfice soit, on va dire, rendu transparent et ludique pour tout le monde. L'objectif, c'est de revoir l'organisation, parce qu'on est plus dans une démarche organisationnelle avant d'être dans une démarche qualité, et de pouvoir permettre à l'entreprise d'être encore plus compétitive sur son marché, tant au niveau national qu'au niveau international. Les enjeux sont multiples. Parmi eux, on va citer quelques-uns, c'est que la décision de mettre en place cet outil managérial est avant tout une décision stratégique qui permet à l'entreprise de revoir son business model, d'interpeller et de segmenter sa clientèle d'une part, et de pouvoir aussi mettre sur le marché un produit ou un service qui répond au mieux aux attentes de ses clients et surtout du consommateur et de l'utilisateur final de ces produits ou de ces services, parce que ça s'adresse aux entreprises industrielles, tertiaires, agroalimentaires, et quel que soit le produit de l'entreprise. Cette démarche, pour la réussir, l'ENSA, en tant que partenaire SIQM, on a étudié, on a recommandé un certain nombre d'étapes qui sont au nombre de 7 pour la mise en place de ce système managérial. En premier, c'est un engagement on va dire, de toute l'entreprise, et particulièrement du top manager d'entreprise, qui est le premier garant d'entreprise, et le premier garant de sa pérennité et de son développement. Ça permet de revoir les paramètres de toute entreprise, à savoir d'abord ses hommes, qui est le vrai capital. Après, quels sont ses produits ou services, en fonction des produits ou services, quels sont ses clients, de la segmentation clientèle, et quels sont ses partenaires avec lesquels elle travaille et qui permettent aussi d'aller et de respecter les engagements d'entreprise. Parmi les axes sur lesquels se focalise cette vision stratégique en premier lieu, c'est les vraies valeurs de tout organisme ou de toute entreprise pour pouvoir capitaliser sur ses produits, sur ce qu'elle fait, sur ses méthodes organisationnelles, et de pouvoir permettre à l'entreprise une meilleure approche, on va dire managériale globale, pour assurer la pérennité derrière. Donc un engagement de tous les acteurs, parce que s'il y a un projet où tout le monde est impliqué dans l'entreprise et qu'il y a un projet fédérateur, c'est avant tout un projet managérial et un projet de qualité globale. On aurait été dans un projet ERP ou dans un projet de pouvoir se diversifier vers l'export ou autre, c'est une partie de la population de l'entreprise. Une démarche qualité, quelle que soit la norme, quel que soit le référentiel ISO, est une démarche managériale globale pour toutes les entreprises, enfin pour tous les acteurs de l'entreprise. Deuxième point, ou deuxième étape si vous voulez, c'est d'analyser les activités clés du bon fonctionnement de l'entreprise et qui vont permettre de prendre les bonnes décisions. Et parmi ces activités, c'est de pouvoir faire une description claire de l'entreprise, de ses activités, et d'avoir une vision macroscopique, sachant que l'objectif principal derrière, c'est une bonne gestion du patrimoine de l'entreprise, une bonne gestion des actifs de l'entreprise, une bonne gestion de la pérennité derrière. Et tout ça, bien sûr, à travers des indicateurs de suivi, dans un premier temps, déjà des indicateurs qui n'existaient pas, qu'il va falloir mettre en place, ou qui existent mais qui ne sont pas formalisés, qui permet déjà d'analyser l'entreprise, son historique, de faire encore une fois une vision plus ou moins stratégique de l'entreprise, de faire une analyse de ses forces et faiblesses et des opportunités qui sont devant elle pour pouvoir assurer sa pérennité, et qui dit pérennité dans l'entreprise, dit pérennité des emplois, et aussi satisfaire le consommateur final à travers un produit et un service qui répond exactement à ses attentes, pouvoir anticiper. Et on a vu que
toutes les bonnes stratégies du monde avec les crises que nous venons de vivre depuis 2008-2009, ben, elles sont revues. Et elles sont revues pour permettre à l'entreprise d'asseoir son image, sa notoriété et d'être aussi présente par rapport à ses clients. La démarche managériale basée sur la norme est avant tout dans une optique business. Ce n'est pas que du formalisme, ce n'est pas que de la rédaction des procédures ou des processus, c'est avant tout des indicateurs, encore une fois, de suivi, c'est avant tout une gestion de la clientèle, voire développement d'outils marketing, voire développement d'autres outils management global, et on est dans une performance d'entreprise. On est en fait dans un développement de l'entreprise à travers des performances qui sont durables. Et on va voir même la norme, parce que la 9000, la série des 9000 sont composées de 3 normes. Une des normes n'a pas été reprise et relatée de la même manière qu'il y a 10 ans. Il y a une décennie de là, puisque la 9001 2000 date d'il y a 10 ans, n'est plus une norme d'explication, elle est devenue une norme de performance durable, donc de pérennité, de compétitivité, de marche en avant et d'écoute, mais plus d'écoute du marché que d'écoute du client et du consommateur. Et bien sûr, il va falloir revoir le business model ou le modèle économique, de revoir l'organisation, de revoir les points forts, de capitaliser encore sur le capital humain, de créer une culture d'entreprise, ou à partir de la culture d'entreprise, de bâtir des choses et des éléments solides pour assurer la pérennité derrière, et de pouvoir formaliser. Mais encore une fois, ce n'est pas la procédure ou le processus qui permettent d'analyser le vécu, l'historique, le déroulement, la traçabilité et un certain nombre d'éléments de l'entreprise. C'est plus une gestion au quotidien sur qui fait quoi, comment on le fait, avec quels résultats, et surtout comment capitaliser et comment tirer des conclusions de tout ce qui a été mis en place pour pouvoir améliorer. Et l'amélioration, ou plutôt l'audit, en quelque sorte, pour voir ce que c'est une évaluation. Et si évaluation il y a, on évalue pour pouvoir évoluer. On évalue pour pouvoir voir un peu quels sont nos points, on va dire, d'amélioration, pour ne pas dire des points faibles, pour ne pas être négatif, quels sont les points sur lesquels nous pouvons concentrer plus des plans d'action pertinents et qui nous permettront de pouvoir améliorer l'entreprise, son organisation par la suite. Alors, comme on l'avait dit, et on va le voir, la norme aujourd'hui est à sa 4e révision ou version, édition, comme vous voulez. Ça veut dire qu'elle est dans l'évolution de l'entreprise, elle est dans l'évolution du temps, elle est aussi dans l'évolution, on va dire, technique, technologique et stratégique de toute organisation et de toute entreprise. Et aujourd'hui, on revoit le business model d'entreprise. Je vous donne un exemple. Vous prenez Nokia, tout le monde connaît Nokia, et tout le monde, ou la majorité ne connaît de Nokia que le téléphone portable. Or, Nokia, il y a 70 ans, il n'y avait pas de portable. Elle était dans tout ce qui est électroménager, elle était dans tout ce qui est informatique, mais à un moment, elle a anticipé par rapport à son marché, et aujourd'hui, Nokia n'est que dans le portable téléphonique. D'accord? Et c'est là où elle a pris une marge importante, une marge de manœuvre importante pour son produit. Sauf qu'aujourd'hui, Nokia, qui est le premier, ben, il n'est pas aussi dans une position forte qu'il l'a été il y a peut-être 3, 4, 5 ans. Parce qu'il n'a pas suivi le rythme du web, du net, d'intranet sur les téléphones. Et la fusion de Sony et Ericsson ont fait que l'un a composé et équilibré par rapport à l'autre pour pouvoir mettre sur le marché un produit qui est plus adapté aux orientations futures de l'entreprise et aussi aux attentes futures du consommateur final et du citoyen. Donc la norme nous pousse, ou cet outil managérial, il n'est pas la norme, mais cet outil managérial, si vous voulez, il nous pousse à revoir déjà une stratégie d'entreprise. Ça veut dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je vaux, quelle est la valeur de ma boîte, qu'est-ce que je valais il y a 10, 15, 20 ans, et comment je veux être dans 5 ans, dans 10 ans, et là je le projette dans l'avenir avec une vision stratégique. Même cette vision stratégique, il faut la revoir en fonction des aléas, de ce qui se passe dans le monde, et comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs visions stratégiques, plusieurs politiques qui composent cette vision-là ont été revues suite aux différentes crises.
Donc si le système managériel est là, c'est pour tout simplement accompagner le développement de l'entreprise. C'est pour savoir comment on gère nos activités, comment on gère nos ressources, comment on gère les valeurs de l'entreprise, comment on gère notre business en interne et par rapport au livrable, que ce soit l'image, que ce soit le produit ou le service, que ce soit même le comportement du commercial, du livreur ou de l'accueil, comment on est perçu vis-à-vis de l'extérieur. Et ce n'est pas tout simplement vis-à-vis du consommateur, vis-à-vis du client que nous connaissons, mais aussi vis-à-vis du consommateur, l'utilisateur final de nos produits. Avec quand même un point important, critique et un point de vigilance, c'est où s'arrête ma responsabilité en tant que garant de l'entreprise sur le produit, le service, sur le livrable que je mets sur le marché, où s'arrête ma responsabilité de façon à ce que ça ne puisse pas porter atteinte aux consommateurs, aux utilisateurs finaux. Donc une fois que le système est là, nous permet de prendre en garde un certain nombre d'éléments, de formaliser des choses et de bâtir, on va dire, une nouvelle vision de l'entreprise pour pouvoir accompagner ce développement. Maintenant, attention, des structures qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'âge n'ont pas attendu l'ISO ou 9001 ou la qualité pour qu'ils aient un marché, pour qu'ils aient du marketing, pour qu'ils aient une clientèle et pour qu'ils développent un produit. Sauf qu'aujourd'hui, la qualité est bien pour mettre un cadre de travail bien formalisé pour savoir et définir, comme j'ai dit, une feuille de route pour l'entreprise en analysant et en capitalisant sur ce qu'elle vaut, sur ses hommes, sur ses méthodes, sur l'organisation, et aussi en donnant une vision, on va dire, économique pour l'avenir. Et bien sûr, une fois que le système est là, il est couronné par une certification. Sauf que la certification n'est pas, on va dire, la phase finale. Parce que n'étant pas certifié, on est une structure qui est sur son marché. Étant certifié, c'est-à-dire que quelque part, on n'a pas totalement le droit à l'erreur. Donc, quand on démarre le vrai projet, c'est à la certification. Parce qu'on veut bien dire, telle entreprise est certifiée, c'est-à-dire qu'à la limite, il y a des erreurs qu'on peut plus se permettre. Et le client, il est encore plus vigilant, comme le consommateur, sur le produit, le service de l'entreprise, mais aussi sur la communication, sur l'anticipation et sur un certain nombre de points. Les enjeux sont importants. Alors, je me suis permis de faire ressortir quelques chiffres quand même par rapport à une étude qui a été faite par l'AQM. L'AQM, c'est l'Association de la qualité du management, qui elle aussi a 10 ans d'âge aujourd'hui. Et sur un projet qu'on a appelé Multiplex UTS, ou les rendez-vous d'excellence, comme vous voulez, pour savoir pourquoi au Maroc nous ne vont pas, ou les managers ne sont pas si intéressés à la mise en place de cet outil managérial. Ils ne sont pas comme en Tunisie, comme en Égypte. On ne va pas se comparer par rapport à l'Afrique du Sud, ni par rapport à des pays africains qui sont aussi en avance, mais en tout cas par rapport à nos voisins, on est un petit peu en retard par rapport sur le projet de certification. Et l'AQM, on a interrogé des structures certifiées ou pas certifiées pour voir, c'est comme si vous faites avec la photo avant et après, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on avait comme système, comment il était organisé avant, et une fois qu'on a mis en place cette certification, qu'est-ce qu'il a donné comme résultat? Sauf que, si vous voulez, la mise en place de cet outil managériel pour des entreprises est avant tout un centre de coût. Ce n'est pas un centre de profit. Ce n'est pas comme le commercial. Ce n'est pas comme le service après-vente qui peut vendre aussi des prestations ou de la maintenance. C'est un centre de coût. Ça veut dire qu'il coûte à l'entreprise. Mais il coûte à l'entreprise au démarrage. C'est un investissement avant tout. Mais sur le long terme, il est rentable. Il est plus que rentable. Et on prend juste si on arrive à chiffrer aussi les réclamations, les anomalies, les dysfonctionnements, les incidents, les problèmes en interne, si on a vraiment à les chiffrer, on va se rendre compte que ça ne peut apporter que des avantages bénéfiques pour l'image et aussi au niveau du coût financier pour l'entreprise. Parmi les éléments, les questions que nous avons eues comme réponse, c'est qu'on le voit bien, sur le premier, sur déjà la qualité du produit ou du service, même si on parle d'un certain niveau de qualité acceptable pour les clients, on passe pratiquement on multiplie par 3 l'amélioration de la productivité ou l'amélioration des produits et des services d'entreprise. On multiplie pratiquement par 4 le volet RH.
ou le capital, ou la valorisation du capital humain, et la relation avec les clients, elle est encore plus pertinente et plus avantageuse, pratiquement 3 fois et demi qu'auparavant. Les partenaires, on est plus dans une relation win-win, création de valeur, dynamique d'entreprise par la suite. Et puis, tout ce qui est partie ou partenaire, mais indirect à l'entreprise, et qui sont partie prenante de la vie de l'entreprise. Tout ce qui touche l'environnement externe de l'entreprise, que ce soit les collectivités, les institutions, ça dépend de notre marché, et aussi où une relation s'améliore par rapport à ces éléments. Maintenant, qu'est-ce qui peut... les handicaps, où est-ce qu'ils étaient le plus on va dire, répartis, et on l'a vu à travers l'enquête. Le premier point sur lequel se focaliser dans une démarche, et ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un projet où tout le monde adhère, s'il y a un projet qui fédère tous les acteurs de l'entreprise, tous les RH, toutes les ressources humaines de l'entreprise, c'est bien sûr projet qualité. Et faire adhérer tous les acteurs à ce projet, ça veut dire qu'on les fait adhérer à une vision de l'entreprise, bien sûr à différentes échelles par rapport à l'entreprise et selon la culture et le mode de gestion de chaque entreprise, mais de façon à ce qu'on puisse adhérer par rapport à ce projet fédérateur pour l'entreprise. Après, il y a quand même un volet qui est important, qui est la communication. Et la communication, elle doit être transversale, et elle démarre bien avant le projet, et s'arrête bien après le projet. C'est-à-dire qu'on n'attend pas le projet pour dire on va commencer à communiquer. Même quand on va décider de mettre en place cet outil managériel, on a commencé à communiquer pour dire qu'il y aura un outil diagnostic qui va nous donner l'état des lieux et qui va nous permettre de faire ressortir nos points faibles, nos points critiques, nos points d'amélioration et sur lesquels nous allons pouvoir travailler tous ensemble pour la suite. C'est-à-dire que la communication, elle est en amont, mais elle est aussi transversale pendant tout le projet et même au-delà du projet pour évaluer l'état d'avancement des indicateurs, des objectifs et aussi l'adhésion des acteurs par rapport à tous ces éléments-là. Et c'est comme la politique qualité. La politique qualité, elle est aussi transversale. Ce n'est pas une politique commerciale, ce n'est pas une politique financière, ce n'est pas une politique de proximité par rapport à une région. La politique qualité est une politique qui coupe, on va dire, l'ensemble des départements, l'ensemble des activités d'entreprise et qui est aussi transversale. D'autres points sur les avantages d'après-certification, d'abord, c'est une confiance. On va dire que l'entreprise donne à travers une qualité de service et à travers un niveau de produit, une qualité de prestation de produit. C'est une confiance qu'elle donne au consommateur utilisateur final. Et j'ai envie de dire, je parle plus de consommateur utilisateur final plutôt que de client. Quand vous prenez des GMS, pour des moyennes surfaces, Assima, Magel, La Belleville, ou quand vous prenez l'épicerie de bois ou un simple restaurant, il n'y a pas de client, il n'y a pas de relation client, c'est une relation de marché, c'est une écoute du marché. C'est une anticipation par rapport à un marché. Donc c'est par rapport à cette anticipation-là qu'aujourd'hui, cette confiance est instaurée et permet d'aller vers l'entreprise, d'aller vers le consommateur, vers le client et de pouvoir le rassurer à travers la qualité de service ou du produit. On vient de parler de coût de non-qualité. C'est aussi intéressant si on commence ou si on réfléchit dans l'instauration du système de chiffrer tout ce qui est coût de non-qualité, ou tout ce qui est réclamation, ou tout ce qui a un impact négatif sur l'entreprise. On prend un exemple. On a fait une facture, on s'est trompé vis-à-vis d'un client qui paie à 90 jours. Et ça arrive. Bon, le client est solvable, il est correct, il paie, il reçoit la facture, il fait un effet, ou peu importe, il règle. Il s'avère que celui-là, particulièrement, chose qui est étonnante, au bout de 70, 75 jours, j'ai aucune réponse. On le relance, il nous dit « Ah, c'est vrai, mais il y a une erreur. » Déjà, ça fait, j'ai envie de dire, une douche froide. Parce que le client, il paie, et là, on se retrouve avec une erreur. Bon, si on analyse l'erreur, on va dire, bah, c'est vrai, effectivement, on s'est trompé par rapport au bon de commande, par rapport à la demande, on a livré une partie, il reste un reliquat, il y a une analyse. Et c'est là où il faut aller analyser les incidents, les erreurs, les non-conformités. Cette analyse, on va pouvoir corriger. Bah, cette correction, il y a 3 coûts financiers. Le premier, c'est que je vais dire, allez, je vais faire un avoir, une autre facture, prendre un coursier,
l'envoyer, on peut faire une compte analytique, je peux dire que c'est entre 100 et 100 000. Deuxième coup, c'est peut-être si le client est correct, il va payer. S'il ne va pas payer tout de suite, je suis reparti pour 90 jours. Alors je ne suis pas une banque. Donc ma trésorerie ne le permet pas, que je peux le chiffrer. Voilà deux que je peux chiffrer. Le troisième que je ne peux pas chiffrer, c'est l'image. Comment ça se fait qu'une entreprise sérieuse, correcte, certifiée si c'est le cas, n'est pas capable de faire une facture correcte? Et là, tout ce qui a un impact sur l'image de l'entreprise est difficilement, on va dire, quantifiable. C'est pour ça qu'en termes marketing, vous avez deux actions qui sont plus ou moins similaires. On part du sponsoring d'un événement, on met de l'argent contre une pub, contre une campagne, contre une médiatisation. Et on parle du mécénat. Le mécénat, c'est on met de l'argent, mais on ne dit pas que c'est nous. Mais indirectement, on dit que c'est nous pour soigner quelque chose, pour soigner encore notre image. Mais l'objectif des deux est le même. C'est de revenir vers le consommateur, notre client final et vers la collectivité et vers l'institution pour dire ben, on est encore là et on essaie de faire des choses de manière plus correcte qu'auparavant. La démarche nous permet d'anticiper ce genre de choses à travers un verrouillage en amont, à travers un verrouillage et un contrôle pendant la réalisation de la prestation et même une communication avec le client, avec le partenaire pour la suite. Bon, ça c'est quelques éléments de l'étude que je voulais donner. Maintenant, si vous le permettez, on va revenir un petit peu d'histoire sur la norme 9001 pour dire d'abord la qualité a initialement démarré dans le secteur automobile. Qui dit automobile dit risque. On est dans le risque management. Et on l'a vu. Il y a 9 mois, Toyota a démarré. Très mal. Rapatriement de voitures, problème sur une série assez importante de véhicules, et les concurrents ont sauté sur l'occasion. Toyota, c'est plus du solide. Aujourd'hui, on voit les chiffres. Toyota a rebondi plus de 30% de marge, mais pas de chiffre d'affaires, de marge d'exploitation. C'est-à-dire que le fait d'avoir dit il y a 9 mois, excusez-moi, j'ai des problèmes sur mes voitures, avant qu'il y ait de la casse, avant qu'il y ait des incidents, parce que le plus dur pour une multinationale, c'est quand il y a mort d'homme. Avant qu'il y ait vraiment une casse importante, ben, on fait rapatrier, ça va nous coûter, mais ce coût, c'est un investissement qui aujourd'hui coûte et rapporte énormément à l'entreprise. Ça veut dire que je joue la carte sécurité vis-à-vis du consommateur et vis-à-vis du conducteur et vis-à-vis de la population de manière générale. Donc la qualité a démarré initialement dans le secteur automobile, dans l'industrie, avant d'arriver au service. Il a démarré en 87. Le premier référentiel de qualité sorti en 87, c'était que des procédures. En 94, que des procédures, avec un changement vocabulaire. C'est-à-dire qu'en 87, j'avais SAV, en 94, j'ai prestations associées. C'est-à-dire que ce n'est pas que le SAV, c'est la livraison, c'est le stockage pour le compte d'un client, c'est toutes les prestations complémentaires pour pouvoir garder le client et le fidéliser. Mais encore une fois, on n'était que dans des procédures. On écrivait tout. On pouvait écrire n'importe quoi, on vérifiait qu'on a bien écrit n'importe quoi, et on vient, on dit ok, vous avez écrit ça, ben vous l'appliquez, c'est bon. Alors qu'il n'y a aucun objectif business. Il n'y a pas de statistiques, on pouvait ne pas faire de statistiques, on pouvait ne pas faire de conception, on pouvait même décider de ne certifier qu'une partie de l'entreprise. Je suis désolé, je suis dans une université, c'est mon cas, j'ai même refusé d'aller plus loin avec eux, une université à Marrakech qui est certifiée. On dit génial, mais quand on voit ce qui est certifié, c'est, avec tout le respect, c'est la présidence, c'est-à-dire c'est le parking et la gestion tout ce qui est environnement et verdure. Alors que le cœur de métier ne l'est pas. Donc c'était l'ancienne version, on pouvait ne certifier qu'une partie de l'entreprise. Aujourd'hui, depuis 2000, on n'est plus dans les procédures. On est dans un objectif business. Quelle est la rentabilité de votre entreprise? Stratégiquement, qu'est-ce que vous mettez? Quelle est l'analyse de votre entreprise sur les forces, faiblesses, menaces, marché, opportunités, développement, pérennité et ainsi de suite? Vos actions, comment vous les pérennisez sur le terrain? Et je vous donne un exemple. Quand j'ai dit tout à l'heure des structures qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans d'âge, j'ai des patrons qui me disent ben, écoute, je dois suivre l'évolution parce qu'il y a 10 ans, on m'a parlé d'un département marketing, je ne savais pas ce que c'était. Il y a 5 ans, on me parle d'un responsable qualité, j'étais obligé d'embaucher.
Et aujourd'hui, on me dit qu'il faut vendre sur le net, c'est e-business multimédia. Donc je suis obligé de le faire. C'est comme si vous me disiez ça, restez sur des formations académiques d'il y a 10 ans. À un moment, il y a un déphasage quelque part. Donc l'anticipation du marché veut et oblige que l'entreprise, que l'organisme réfléchisse à sa pérennité et anticipe par rapport à des choses. La 2008, en 2000, il y a 3 normes qui sont sorties. L'exigence sur laquelle on est certifié, c'est 9001. Le 9000, c'est le vocabulaire. Et 9004, c'était quoi? 9004, elle nous expliquait comment mettre en place 9001. C'est-à-dire que vous prenez la communication interne, 9004, elle nous disait, vous pouvez faire des réunions qualité, vous pouvez faire des tableaux d'affichage, vous pouvez faire un bulletin d'information, vous pouvez faire de l'intranet, mais maintenant, ça dépend de mon entreprise, de ma culture, de ma manière de gérer, de choisir quel est l'outil le plus approprié en matière de communication interne. C'était ça la 9004 en version 2000. Version 2008, changement radical. Pas dans l'ossature, pas dans l'approche managériale, mais un changement dans le risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où s'arrête ma responsabilité en tant que top manager de l'entreprise. Je vous donne 2 exemples. Un exemple local, marocain, et un exemple, on va dire, international. L'exemple marocain, c'est un État avec l'effondrement d'un immeuble, où il y a une mort d'homme. Là, c'est la responsabilité pénale. Parce que la 9001-2008, et on en parlait dans la 2000, mais c'était une phrase dans l'engagement de la direction, mais dans la nouvelle, on a fait très attention. C'est quelle est la responsabilité légale et réglementaire de l'entreprise et indirectement du garant de l'entreprise qui sont patrons. Et qui dit légal, dit pénal. Et quand je mets un produit sur le marché, ben, je suis responsable jusqu'à la liquidation du produit. Bien sûr, il faut que j'éduque le client, il faut que j'informe le client, il faut que je sensibilise le client, mais je reste quand même responsable. Ça, c'est le problème, on va dire, local. Le problème international, on peut citer pas mal. On peut parler du lait chinois qui a tué pas mal d'enfants. On peut parler de l'effondrement de l'aéroport Charles de Gaulle en France, où le patron est venu dire, et on est aussi dans une gestion de crise, dans des situations d'urgence. Le patron, il a attendu 3-4 jours pour venir dire, mesdames, messieurs, dans tous les cas de figure, vous devez savoir que dans les grands chantiers, il y a le contrôle interne, externe et extérieur. D'accord? Extérieur, ça veut dire c'est l'entreprise qui le mandate et qui choisit un contrôleur, un larron de contrôle. Intérieur, c'est l'entreprise du génie civil qui fait les travaux, qui elle mandate quelqu'un, et interne, je le fais faire par moi-même. Ni l'un ni l'autre, on mandate un troisième. Et qu'est-ce qu'il a fait ce patron, qui est le patron de l'ADP? Même l'ADP, on lui a changé de nom, c'est que l'aéroport de Paris, ils ont changé de nom. Et il est venu après 4 jours dire, mesdames et messieurs, dans tous les cas de figure, je suis désolé, mais je vous informe qu'on a fait le contrôle interne par X, externe par Y et extérieur par Z, et tous les contrôles sont bons. C'est-à-dire que nous sommes liés à mais c'est moi qui ai mandaté ces contrôles. C'est moi qui ai choisi les partenaires. C'est moi qui ai dit qui va contrôler. Donc c'est moi qui ai choisi celui qui a contrôlé. Donc je suis aussi responsable de ce choix. Et aujourd'hui, la norme est claire. Le côté légal, ça va sur, on va dire, le cycle de vie du produit jusqu'à l'élimination du produit. Sachant que la 9001, elle ne traite ni les finances, ni la sécurité, ni l'environnement, ni l'hygiène, ni les conditions de travail et tout. La 9004, par contre, elle n'est plus dans l'optique de la version 2000. C'est-à-dire qu'elle n'est plus qu'une norme explicative. La 9004 aujourd'hui, c'est une norme de performance durable de l'entreprise. Si vous avez mis 9001, d'accord, vous l'avez réussi, d'accord. Mais maintenant, il faut faire des modèles d'excellence. Maintenant, il faut aller se benchmarker. Maintenant, il faut aller vraiment savoir quelle est la valeur de votre entreprise. Ben, vous étiez à 9001, si vous étiez coté en bourse, vous serez, je ne sais pas moi, X millions de dirhams, ou X 1000 dirhams, ou X centaines de dirhams. Aujourd'hui, quelle est la vraie valeur? Et qu'est-ce que ça a apporté cette démarche? Parce que le retour sur investissement, il est important. Et oser mettre en place ce challenge important pour l'entreprise, parce qu'une fois qu'on est piqué, une fois qu'on y a commencé, on ne peut plus faire marche arrière. Tellement les enjeux sont importants et les bénéfices, on peut les sentir même financièrement pour l'entreprise. Donc la 9004 aujourd'hui, elle est plus dans cette vision de performance durable. Avec quand même un point important, c'est que quand la 2000 est sortie,
le comité de vision a décidé qu'il y aura une révision au bout de 5 ans. C'est-à-dire que 2005, on allait avoir une nouvelle norme. D'accord? Ils ont tenu parole, mais ils n'ont pas révisé la 9001. Ils ont révisé la 9000, qui est le vocabulaire. La 9001, ils se sont dit, il y a tellement de changements dans le monde qu'on préfère laisser. Pourquoi? Parce que qui dit réviser une norme dit trois choses. Soit je l'annule, je l'enlève parce qu'elle ne donne pas de résultat. Ça ne sert à rien. Soit je force, je mets encore plus de choses parce que le marché change, parce que les technologies changent, parce qu'il y a des changements importants au niveau mondial. Ou alors, je la laisse telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une analyse de tous les incidents de Parlement. On a parlé des Chinois, on a parlé du Perrier, le long Perrier aux États-Unis. On aurait pu parler de tous les incidents, mais il ne faut pas chercher que les côtés négatifs, il faut surtout chercher les côtés positifs. Tout ce qui est avantage de mise en place du système, tout ce qui est anticipation par rapport au marché, par rapport aux dégâts et ainsi de suite. Ils se sont dit, en plus, il y a un déphasage important entre les pays émergents, les pays qui n'ont même pas encore commencé à réfléchir à l'émergence et les pays qui sont nettement avancés, que si on met une norme plus costaud, ben ceux qui sont à la traîne vont être encore plus à la traîne et le fossile est encore plus important. Donc on maintient une norme aujourd'hui correcte. Sauf avec quand même un point important, c'est qu'il est fort probable que 2012, on intègre l'environnement. Et on n'est plus que dans un système qualité. C'est-à-dire que dès maintenant, il faut penser à autre chose. On n'intègre pas la sécurité, on intègre l'environnement, parce que la sécurité n'est pas une norme ISO. On entend parler QSE, sauf que la sécurité n'est pas une norme ISO. Et tout ce qui est sécurité, comme tout ce qui est social, est très difficile d'avoir l'unanimité là-dessus. La norme sociétale est bien passée, 1er novembre, donc aujourd'hui même, je pense qu'elle devait passer hier ou aujourd'hui, mais ce n'est pas une norme certifiable. Ce n'est pas une norme obligatoire. C'est une norme que quelques structures peuvent commencer à mettre en place. C'est comme le label CGEM, c'est comme la fibre citoyenne dans le textile, ça reste un référentiel volontaire, comme celui-là aussi, mais celui-là, il y a quand même une sanction qui est la certification. On le réussit ou on ne le réussit pas. D'accord? Donc l'NFPA est venu pour clarifier un certain nombre de choses et aussi pour permettre, c'est la fondation, c'est les bases solides sur lesquelles on peut greffer les autres référentiels. Si on met l'NFPA, c'est-à-dire qu'on est capable de greffer autre chose. On peut mettre la HACCP, on peut mettre 22 000 et revenir. Mais ça, c'est parce que notre cœur de métier, nos donneurs d'ordre nous poussent à mettre l'IFS, le BRC ou autre avant d'aller vers 9001. Mais 9001 est une norme managériale, on va dire généraliste. Alors bon, ça c'est la présentation un petit peu de 9001 telle qu'elle est présentée sur l'approche processus. Ça veut dire que, avant tout, ben, la première chose c'est quels sont mes clients. Et là, il faut faire une segmentation clientèle. Et dans la segmentation clientèle, est-ce que je suis dans le B2B ou B2C? C'est-à-dire, est-ce que je suis dans la business to business, c'est entreprise à entreprise, organisme à entreprise, ou est-ce que je m'adresse au consommateur final? Si je reviens à Magel Assima, lui, il ne connaît pas ses clients. D'accord? Donc, le client, par contre, si je rentre dans un magasin, dans Assima, et que je veux aller acheter du CDL et que je ne trouve pas du CDL, il y a quelque part un problème. Il y a deux décisions que je peux prendre. Soit je commence à remplir mon chariot, et je dis, bon, ben, je ne prends que ça parce que j'en ai un besoin urgent. D'accord? Mais la prochaine fois, je ne reviendrai pas à Magel Assima parce qu'il ne fait pas du CDL, où je dis, là, il s'appelle le chariot, et je vais aller ailleurs. Donc eux, ils font de l'écoute marché. Donc la segmentation clientèle, c'est le marché, c'est mes clients, est-ce que c'est des institutions, c'est que je fais une vraie segmentation de ma clientèle. On revient un petit peu à Magel Assima, c'est comme si vous voulez, avec une pub d'un produit que tout le monde se l'arrache et on rentre dans le supermarché qu'on ne trouve pas. On est un peu frustré, mais on peut ne pas acheter. Là, après, je suis dans le cœur de métier avec un livrable qui est produit ou service. Et ce livrable, comment je suis perçu? Et après, on a la boucle, parce que là, je suis en fait compte, là, je suis dans une boucle de l'entreprise. C'est-à-dire, une fois que j'ai mon produit, je le mesure, j'en fais part à la direction. Mais quand je dis j'en fais part à la direction, la responsabilité de la direction, ce n'est pas le boss, le patron, c'est le top level management. Et la direction, quand on dit responsabilité de la direction, le mot responsabilité, il vient du mot latin, c'est répondre. Je suis responsable de que je réponds à quelque chose. Et si je réponds à quelque chose, j'ai pris l'engagement de. Donc c'est un engagement quelque part.
Et cette responsabilité, quel est l'objectif? C'est d'allouer les ressources qu'il faut, matérielles, humaines, financières, publicitaires, logistiques, tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser mon produit de manière générale. Et en fait, on va dire c'est PDCA. PDCA, c'est que avant toute action, je la planifie, c'est le cas d'aujourd'hui. Je vais la réaliser, je vais l'évaluer, je vais voir est-ce que c'était correct. Si je suis amené à la refaire, ben je vais analyser, tirer les conclusions pour que ça soit meilleur. Donc toute action est faite dans cette optique-là, dans cette démarche-là, parce qu'on est encore une fois dans du management par projet. Et on est dans un objectif à atteindre pour l'entreprise. La 9001, on a parlé du côté légal tout à l'heure, qui est important. Deuxième point qui est aussi important, et on l'a dit par rapport à Charles de Gaulle, c'est l'externalisation. C'est-à-dire que si, dans ma gestion de l'entreprise, j'externalise une activité, pour deux raisons, soit je ne sais pas faire, soit je ne veux pas faire. Quand vous prenez les transitaires, ils ne veulent pas faire du transport, ils font que du transit. Il y a quelques-uns qui ne font que du transit. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas le transport, parce qu'ils ne veulent pas faire de transport. D'accord? Mais ça fait partie des produits qu'elle propose l'entreprise. Mais il est externalisé. Mais s'il est externalisé, la responsabilité est sur l'entreprise et sur le transitaire. C'est comme si vous dites un fabricant de produits agroalimentaires, il est excellent dans la fabrication de son produit, mais il n'est pas du tout bon dans le transport de son produit. Alors qu'il faut l'acheminer, il faut jouer la carte de proximité, il faut aller vers le consommateur. Donc il externalise cette activité-là parce qu'il n'est pas suffisamment outillé et qualifié pour. Il peut le faire dans un rayon d'une soixantaine de kilomètres, mais quand ça dépasse les 60 kilomètres, il n'est pas compétent, il n'est pas capable de le faire. Donc il externalise. Mais s'il externalise, c'est lui qui en est le responsable. Donc tout dépend de la criticité de l'externalisation, mais ça reste quand même un point important dans la réflexion à la mise en place de cet outil managérial. Et il y a un renforcement de l'approche processus. Bon, à la lecture de la norme, on voit que c'est la même chose, c'est les mêmes on va dire, articles, mais il y a quand même un renforcement de l'approche processus, parce que aujourd'hui, sur le management par objectif, il va falloir revoir régulièrement la pertinence des indicateurs et revoir régulièrement les processus, parce qu'on peut être amené à faire une diversification de l'activité de l'entreprise, le cas de nos ou autre, à faire une intégration, parce que j'externalise et ça pose un problème, je préfère l'intégrer à l'entreprise. Donc il y a une revue globale de l'entreprise à travers un certain nombre d'indicateurs. L'approche. De manière générale, quand on veut mettre en place cet outil, on va dire, fédérateur, managérial, nécessaire pour l'entreprise, il va falloir aussi, on est plus dans une démarche organisationnelle, plus que une démarche qualité. Et on est dans la refonte du business model de l'entreprise, on est dans la vision ou l'approche de gestion de ces activités, la revue de ses ressources, matérielles et immatérielles et autres, et on est aussi dans l'anticipation par rapport à son marché. Et l'anticipation par rapport à son marché, indirectement, c'est de l'innovation, c'est de la recherche et développement, c'est de la conception. Et c'est aussi de la réflexion sur des produits moteurs et des produits à forte valeur ajoutée pour l'entreprise. On prend juste un cas, pour rester un peu dans cette optique-là, juste un cas, parce que le volet stratégique dans cette innovation, il est important. Un cas, vous prenez la perception de deux grandes marques de voitures, Mercedes et BMW. À une époque, l'étude qui a été menée, on va dire, il y a 7-8 ans de cela, 9 ans maximum, a montré au niveau européen, et le Maroc, le Maghreb suit un peu les tendances européennes, ont montré que la Mercedes est à l'homme ce que la BMW est à la femme. Je suis désolé s'il y a des hommes qui ont une BMW, mais c'était les résultats de l'étude. C'est-à-dire que l'homme a une Mercedes et sa femme a une BMW. D'accord? C'était ça, il y a 10 ans, 9 ans, 8 ans. Et les gens de Mercedes ont dit, bon, il y a un problème. Quand le couple vient chez moi acheter une belle voiture pour le mari, et ils sortent, ils vont chez le concurrent acheter une BMW pour la femme. Donc, il y a un problème. Et c'est là où, stratégiquement, réflexion, est venue la classe A.
La conception de la classe A est venue dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'on est capable chez Mercedes de donner la Mercedes de la femme. Petite, robuste, facile à se garer, mais qui garde la noblesse de la Mercedes. Donc, dans toute entreprise, il y a quand même une réflexion stratégique sur son marché, sur l'anticipation par rapport à son marché, par rapport à ses produits et par rapport à tout ce qui va venir. Sauf qu'un système intelligemment monté, réfléchi, on va dire construit, on est dans le risk management. On est dans la gestion des risques par rapport à l'entreprise. Et la classe A, à un moment, est passée par des périodes difficiles parce que les premières classes A, ben, il y a eu des tonneaux, il y a eu des problèmes. Et BM a riposté, on dit comment Mercedes peut faire une voiture pour la femme pour lui permettre d'aller faire un accident après. D'accord? Après, elle riposte. Donc le risque, il est important. Et dans toute entreprise, organisation, organisme, la gestion du risque est un point clé. Qu'on soit certifié ou pas certifié, qu'on mette la démarche ou qu'on ne mette pas la démarche, ça doit être pris en charge de démarche. Par contre, si on met en place cet outil managérial, on est dans du knowledge management. On est dans la gestion de l'information. On est dans qui fait quoi, comment on le fait, avec quel résultat. On est dans capitaliser sur un historique de l'entreprise. Je me rappelle d'un grand écrivain africain, je pense que c'était un Ivoirien qui avait dit quand un Africain meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors que formaliser, écrire, garder une trace, un historique de ce qui se passe dans l'entreprise n'a pour objectif que de pouvoir capitaliser sur son savoir-faire. Il n'a pas d'objectif de dire un tel n'est plus indépendant, je peux m'en passer. Parce qu'il est toujours indépendant de par ses compétences, de par son savoir-faire, de par son expertise. Mais ça permet tout simplement d'avoir une trace de comment on fait, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a analysé, quels sont les résultats, quelles sont les erreurs, et ainsi de suite. L'approche, on va dire, elle est basée sur un certain nombre de points et particulièrement sur 3 axes. Bien sûr, tout ce qu'on vient de voir sur le risque, sur le business, sur la gestion d'entreprise, sur la réactivité, mais sur 3 points importants. Avant tout, sur une démarche organisationnelle. Et qui dit démarche organisationnelle dit tout simplement une refonte du modèle économique, une anticipation par rapport à son marché, une vision lointaine. Après, sur la culture de l'entreprise. Je prends le cas d'une grande structure marocaine, si je prends le cas de l'ONE, si je prends quelqu'un d'Oujda pour aller travailler à Agadir ou de la région du Sud, il est un peu perdu. Parce que ce n'est pas la même culture, même si c'est la même entreprise. Mais on n'a pas la même culture un peu partout. Et c'est réciproque. Donc la culture, elle est importante, parce que c'est avec cette culture qu'on est capable de construire quelque chose et construire un projet d'entreprise. Et pour finir, c'est le management. Et le management, c'est tout ce qui est vision, stratégique, politique, ressources, allocation de ressources, moyens pour pouvoir réussir le projet de manière générale. Et c'est ce triangle sur lequel il va falloir travailler dans toute démarche organisationnelle. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir arriver à avoir des gens, et j'ai envie de dire, d'instaurer une équipe à confiance, on a parlé, de faire de la gestion, mais d'avoir une équipe performante. Une équipe qui écoute ses clients, qui anticipe par rapport à ses clients, et qui va au-delà, et qui fait de la veille pour ses clients. Et là, je suis en train de réfléchir à une structure qui nous ouvre un peu ses portes, qui est ça qui fait la même chose. Parce que le client, c'est qui? Ben, c'est vous, c'est l'industriel, c'est l'entreprise, et c'est aussi le futur lauréat. Et c'est aussi l'entreprise où est le stagiaire. C'est qu'aujourd'hui, elle se doit aussi d'anticiper. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on est resté dans des formations académiques, à un moment, on est dépassé. Donc il y a quand même une recherche, une étude, une veille qui fait que nous devons anticiper par rapport à l'évolution. Je reviens aux 7 étapes pour mettre un peu le terrain, comment ça marche. Si vous voulez, pour instaurer cet outil managérial, quel que soit le référentiel, il y a un outil diagnostic. État des lieux. Cet audit diagnostic, ce n'est pas un audit binaire. Ce n'est pas la norme dit vous faites pas. 0. Non, c'est pas ça. Déjà, d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, la communication, elle est en amont, elle est pendant et après. Déjà, dans l'audit diagnostic, ça veut dire que c'est de la sensibilisation, c'est de la vulgarisation, c'est de l'explication, c'est le recensement des besoins, c'est l'analyse de son marché, de son produit, c'est le côté légal et réglementaire, c'est la culture de l'entreprise. Enfin, en fait, c'est toute la vie d'entreprise.
Après, c'est suite à cet audit diagnostic, on sort avec un plan d'action et une vision stratégique. Et c'est suite à ce plan d'action et à la vision stratégique, les deux, qu'on peut converger, ou qui convergent pour mettre en place le système managérial de l'entreprise. Et dans ce système managérial, encore une fois, la communication, elle est tout le long du projet. Une fois que le système est là, il va falloir l'évaluer pour le faire évoluer. Une fois qu'on est bon, là, on passe à la certification. Une fois qu'on est certifié, on a réussi une partie, certes importante, dans le parcours de l'entreprise. Mais on n'a pas encore gagné la guerre. C'est qu'une partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une organisation, un référentiel, une méthode de travail qui est reconnue par un organisme externe. L'objectif, c'est de la pérenniser derrière. Parce que la pire des choses qui puisse arriver, c'est d'être certifié de la perte. Alors pourquoi l'entamer? Parce que le vrai retour sur investissement ne se fera qu'après, et non pas pour nous. L'approche, on est plus dans une approche encore une fois business, avec un objectif clair, c'est de revoir l'organisation pour l'améliorer. Et dans l'amélioration, c'est la revue des indicateurs, des objectifs pour pouvoir aller de l'avant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on travaille sur trois cultures, sur trois choses qui sont importantes. D'abord, c'est un projet d'entreprise où tous les acteurs de l'entreprise adhèrent à travers des objectifs, des mesures. La culture d'entreprise, avec un esprit d'équipe, avec pourquoi pas un team building, avec pourquoi pas une création de valeur de manière générale, une fédération par rapport à ce projet d'entreprise où tout le monde adhère au projet, des processus clairs, une méthodologie claire, une adhésion globale, et on arrive, on va dire, à définir une feuille de route claire pour l'entreprise. La certification n'est qu'une étape. Ce qu'il y a derrière, c'est de pouvoir pérenniser. Et pérenniser aussi l'entreprise dans sa démarche de compétitivité globale. Voilà. Merci.